Bon, merci beaucoup, merci d'être là. Donc, je vais être assez rapide, je vais vous présenter des, pardon. Je vais vous présenter des choses très générales, des points de vue très généraux sur la prise de notes, avant que Joe intervienne pour vous présenter un outil très intéressant pour travailler sur la prise de notes chez des étudiants qui ont des difficultés d'apprentissage. Peut-être quelque chose à propos de sa présentation, de think about learning difficulties in USA. By contrast with France. En fait, nous, en France, on parle souvent d'enfants avec des difficultés. On va parler de dyslexiques, de dyspraxiques, de dys, etc. On va faire des distinctions. Aux États-Unis, généralement, ils ont tendance à regrouper, à parler simplement de difficultés d'apprentissage. Donc, Joe, quand il vous parlera, il ne précisera pas systématiquement peut-être les groupes. Il parlera de groupes avec des difficultés d'apprentissage, mais ça inclut des enfants avec dyslexie, dysgraphie, ADHD, donc des troubles de l'attention, etc. Juste pour que vous compreniez bien la perspective. Et moi, je vais vous parler de prise de notes de façon très générale, indépendamment de la qualité d'une auteur et de l'étudiant et de l'élève. Je vais vous parler donc d'une approche un petit peu cognitive, très vite, de la prise de notes. Alors pour commencer, la prise de notes, c'est évidemment un outil essentiel des apprentissages. Ça doit normalement aboutir à une meilleure mémorisation des contenus. C'est l'objectif de la prise de notes. L'étudiant est là pour mieux comprendre ce que l'enseignant va dire et la prise de notes doit contribuer. Alors, je vais commencer à mettre peut-être un petit hiatus entre ce que je dis et ce que vous avez l'habitude de faire et vos objectifs, parce qu'en fait, je vais parler de la prise de notes idéale, mais pas de la prise de notes qui se fait. Et je vais petit à petit aller vers la prise de notes qui se fait. Donc, la prise de notes idéale, elle doit effectivement aboutir à une meilleure mémorisation, à une meilleure compréhension du cours. Et en psychologie cognitive, ce qu'on appelle une meilleure compréhension, ça nécessite une intégration. L'intégration, c'est l'idée que les connaissances que l'on est en train d'acquérir vont être intégrées dans la mémoire à long terme de l'individu et vont être associées à ces autres connaissances en faisant des liens. Donc pour nous, la compréhension, c'est effectivement non seulement évidemment comprendre la signification de ce qui est dit, mais c'est aussi intégrer le message avec nos propres connaissances, ce qui nous permet de comprendre exactement ce qui est dit et de faire des liens. Ce qui a été montré, il y a eu beaucoup de travaux, alors là j'ai pris des travaux assez anciens, les travaux de Slot et Lonka, mais qui montrent que l'apprentissage est plus important en prenant des notes plutôt qu'en écoutant simplement un cours, même lorsque les notes ne sont pas révisées. Donc le fait simple de prendre des notes, même si on ne les révise pas, ça aboutit à une meilleure compréhension, une meilleure mémorisation. Donc vous voyez que c'est fondamental. L'activité de prise de notes, ce n'est pas simplement une activité d'écriture, c'est vraiment une activité qui aide les élèves et les étudiants. Elle vise deux fonctions cognitives. Je les ai déjà un petit peu citées. La première fonction, c'est ce qui correspond à la mémorisation. La prise de notes, en fait, c'est ce que vous, probablement, en tant qu'étudiant, en tant qu'enseignant, on voit comme première fonction. C'est la fonction de stockage externe. On peut enregistrer ce qui est dit avec un rythme de parole soutenu. Et par exemple, moi, je sais que je parle très vite et que donc mes étudiants et mes élèves ont des difficultés à prendre des notes. Et donc la prise de notes, ça doit viser justement à mémoriser, à sauvegarder ce qui est dit. Mais c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on parle bien de prise de notes. Et il faut bien regarder ce qu'est la définition d'une note. Normalement, la définition d'une note, c'est un résumé, c'est quelques mots. Et c'est dans ce sens-là que normalement la prise de notes devrait être une prise de notes et non pas une prise de texte ou une retranscription. Mais en fait, si je dis ça, c'est parce que je vais commencer à anticiper la suite de mon discours. Bien entendu, la plupart du temps, le stockage qui est fait par les étudiants ou par les enseignants qui considèrent la prise de notes, c'est l'idée qu'il y a une différence entre le débit de parole et le débit d'écriture, et que donc il faut jouer sur cette question-là, et que probablement il y a des techniques qui permettent d'arriver à une meilleure prise de notes. J'y reviendrai. Et bien sûr, ces techniques doivent faciliter la deuxième fonction, qui est la fonction d'encodage des informations. Alors l'encodage des informations, ça permet de sélectionner et d'organiser les informations qui sont présentées. Alors sélectionner, ça veut dire retenir les points les plus importants. Joe parlera beaucoup de main points pendant qu'il va parler. Donc les main points, ce sont les points importants d'un cours. Et l'étudiant doit être capable de les sélectionner, de repérer ces indices-là, de repérer ces informations-là via des indices, soit par des connaissances parce qu'il a anticipé, soit par des indices qui sont donnés par l'enseignant. Alors vous le savez, attention, c'est très important. Et donc là, souvent, on voit tous les étudiants qui se penchent et qui se mettent à écrire. Mais ce sont ces points importants qu'il faut retenir. Mais ça aide aussi à organiser. Et ça, c'est fondamental. C'est qu'une prise de notes efficace, vous le verrez un petit peu par la suite, ce n'est pas simplement une retranscription dans l'ordre des énoncés. C'est que normalement, un auteur, donc quelqu'un qui prend des notes, doit réorganiser ce qu'il a entendu. Autrement dit, une note de qualité, ce n'est pas simplement
une note qui reprend l'ordre des informations, mais qui rassemble, qui regroupe, qui fait des liens entre les idées. Et en fait, le travail de lien, de regroupement, c'est ce qui permet de mieux encoder. Et d'un point de vue psychologique, l'encodage, ce sont les processus qui permettent de faire rentrer en mémoire à long terme. Donc plus on favorise l'encodage, meilleure est la mémorisation. Alors, vous voyez, j'ai évoqué deux grands objectifs dans ce que je disais précédemment. En fait, la prise de notes, elle vise souvent deux objectifs. Selon les étudiants, l'objectif, c'est un objectif de sauvegarde. Et on note le maximum. Pour d'autres étudiants, ou de façon plus générale, un autre objectif, c'est l'objectif de condenser. Et c'est ce que j'évoquais quand je parlais de notes, qui sont effectivement des condensations, des résumés d'un contenu. Et vous voyez que lorsqu'on sauvegarde ou lorsque l'on condense, on a effectivement une approche complètement différente de l'écoute du cours. Lorsqu'on a une mission de sauvegarde ou un objectif de sauvegarde, en gros, on va simplement écouter ce qui est dit, on va stocker dans une mémoire à court terme et puis on va essayer de noter au plus vite. On va utiliser beaucoup d'abréviations, beaucoup de signes pour arriver à noter, mais on traite simplement pour mémoriser. Alors que lorsqu'on veut condenser, c'est-à-dire si on veut résumer l'information, on est obligé de traiter le contenu. Et forcément, la prise de notes, elle se fait généralement, on le remarque, après que le point important a été dit. Parce que l'étudiant prend du temps, il est un petit peu en retard. Et c'est souvent cette difficulté-là, ce retard de notes, lorsqu'on veut condenser, qui fait peur aux étudiants, parce qu'ils se disent « je vais oublier quelque chose ». Mais même si on oublie quelques points, le travail supplémentaire qui a été fait pour condenser est un travail qui est très bénéfique. Donc vous avez deux stratégies de prise de notes qui correspondent à ces deux objectifs-là, et je vous ai donc des stratégies qui vont des prises de notes tout à fait linéaires. Et une prise de notes linéaire, c'est très simple à identifier. Il me suffirait de passer et regarder vos notes. S'il y a du texte, c'est une prise de notes linéaire. Et la plupart d'entre vous êtes en train de prendre une prise de notes linéaire. C'est le principal stratégie des étudiants. Ou une prise de notes synthétique et organisée. Et vous avez des exemples ici de prise de notes synthétique organisée. Vous voyez par exemple ici un étudiant qui a regroupé, qui a fait des flèches, qui a fait des traits. On retrouve des regroupements, des couleurs différentes pour souligner différents types d'informations. On est sur une prise de notes qui est presque experte, là, je dirais. Mais c'est une prise de notes qui ne vise pas la sauvegarde, mais qui vise l'intégration, la condensation, la compréhension, etc. Alors, il y a plusieurs méthodes de prise de notes. Il y a des méthodes qui sont dites planifiantes, qui vont permettre de planifier l'objectif. On peut faire des cartes mentales. Vous avez ici un exemple de prise de notes qui a été faite en temps réel, par quelqu'un qui connaissait la prise de notes, mais qui voulait montrer comment on pouvait faire de la prise de notes organisée. Des matrices, très compliquées des matrices. On a des méthodes qui sont pré-planifiées, par exemple la méthode Opéra. Alors la méthode Opéra, elle va très bien dans certains cadres. C'est un acronyme. O, observation. P, problématique. E, étude. R, résultat. A, analyse. Et donc ce que je dis souvent aux étudiants de psychologie quand je parle sur la prise de notes, je leur dis c'est très simple. Lorsque vous êtes en cours et que vous voyez que l'enseignant va décrire une expérience, vous savez que vous avez 7 types d'informations à noter. Et vous êtes déjà préparé, vous anticipez la prise de notes en sachant qu'il y aura des observations, de la procédure, de la problématique, de l'expérimentation, de la méthode, des résultats d'analyse. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a des grilles IMRID, alors là, il y en a des dizaines. Il y a des méthodes préplanifiées comme la méthode Cornell aussi, par exemple, etc. Là, vous pouvez aller voir dans les librairies tout un tas de bouquins sur les méthodes de prise de notes. Vraiment, vous en trouverez. Il n'y a pas de bouquins sur la théorie de la prise de notes, sur les analyses psychologiques et cognitives de prise de notes, mais sur les méthodes, vous pouvez y aller. Et puis, bien sûr, la difficulté en fait, à laquelle tous les étudiants et les élèves font face, c'est que généralement, on n'est pas formé à la prise de notes et que les procédés qui sont utilisés pour la prise de notes sont des procédés qui ont été développés en imitant les collègues, appris au fur et à mesure dans des classes des années précédentes, etc. En regardant, tiens, telle abréviation, je ne connaissais pas, j'ai utilisé tel procédé, telle flèche, tel système. Et donc, on va utiliser beaucoup d'abréviations. Idéalement, on devrait aussi utiliser des procédés de spatialisation. Vous voyez ? Ici, on a de la spatialisation, des abréviations, des idéaux, des pictogrammes, tout un tas d'éléments qui ne sont non verbaux, mais qui aident à repérer de très loin l'information. Alors, pictogramme, idéogramme, vous en connaissez un, le fameux pictogramme d'Angers, qui sert à souligner quelque chose et que vous pouvez utiliser. Encore mieux si vous le mettez en rouge, lorsque vous retirez la feuille, lorsque vous retrouvez votre feuille de notes, vous voyez de suite ce point rouge qui vous dit là, c'est important. Et je précise que sur certains travaux qu'on a faits, montrent qu'on se souvient plus particulièrement de ces signes. Et que là, simplement, la vision d'une feuille avec ce signe réactive tout le contenu. Très intéressant de voir que parfois, un petit signe pictogramme peut réactiver tout le contenu de la note, de la page. Donc, quand on révise les notes, c'est beaucoup plus facile avec des notes synthétiques, pardon, elles ne sont plus là, que des notes linéaires. Et puis, des transformations de phrases, parce qu'il faut réduire, etc., etc.
Non, je vais passer ça, pardon, je vais passer, c'est pas la peine de passer. Je voudrais presque conclure avec ce travail-là qui est une vraie question actuelle et la question qu'on nous pose souvent à tous les chercheurs sur la prise de notes, c'est ça change quelque chose de prendre des notes avec un ordinateur? Donc alors on essaye de répondre comme on le peut, puis il y a quelques travaux, il y avait ce très beau travail de Müller-Oppenheimer qui a été fait en 2014. Alors Müller-Oppenheimer, une étude classique de prise de notes, hein. On a un groupe qui prend des notes, peut-être un groupe qui n'en prend pas, peu importe, ou un groupe qui prend des notes avec un procédé ou un autre. Ici, les deux groupes qui étaient comparés, c'était le groupe avec les barres grises, avec un ordinateur, et les barres sombres, prise de notes manuelle. Et ils ont regardé plusieurs choses, et je vais vous les montrer. Premièrement, ils ont regardé le nombre de mots. On s'aperçoit qu'on note plus d'informations lorsqu'on prend des notes avec un ordinateur. On le savait, on l'avait remarqué déjà, et en fait l'ordinateur conduit plutôt des notes linéaires, ce qui fait que forcément il y a plus de notes. On s'aperçoit que le chevauchement, le pourcentage de mots similaires, ce qu'on appelle verbatim overlap en anglais, est beaucoup plus élevé sur un ordinateur avec des prises de notes manuelles. Encore une fois, parce que les notes prises par ordinateur sont plus nombreuses et plus linéaires. Donc elles ressemblent beaucoup plus au discours de l'enseignant. Alors que de façon manuelle, on s'aperçoit que les notes sont plus abrégées, plus synthétiques. Et donc elles ressemblent moins au discours. Et le calcul là qu'on fait, c'est simplement un calcul mot à mot. On regarde le nombre de mots qui s'enchaînent, qui sont communs dans les deux discours. On va comparer le discours de l'enseignant et les notes. Mais ce qui était le plus intéressant, c'était ce résultat-là. Ils ont ensuite proposé aux étudiants qui avaient pris des notes à partir de vidéos, hein, donc comme dans un cours, hein, un rappel d'informations. Il y avait deux types d'informations. Des informations factuelles. Les informations factuelles, c'est celles qui sont contenues dans le cours et qui probablement ont été notées, qui ont été entendues. Et des informations conceptuelles ou inférentielles qui sont des informations que l'on peut comprendre et tirer à partir du cours. Par exemple, si on vous dit qu'un requin nage à telle vitesse et que le poisson, je ne sais pas, nage à telle vitesse, vous pouvez comprendre que peut-être un poisson proche du dauphin sera plus rapide qu'un autre poisson qui est plus proche de celui qu'on vous a montré. Vous avez fait de la conception, de l'inférence, et donc on pose des questions de compréhension. Et le travail et le résultat, qui a été très fort dans plusieurs expériences, c'est que la prise de notes sur ordinateur versus papier-crayon ne modifie rien sur la mémorisation des informations factuelles. Attention à ce que vous notez parce que je vais presque contredire ça juste dans 2 minutes. Attention à ce résultat. Et on s'aperçoit que avec ordinateur, donc ici, on rappelle beaucoup moins d'informations conceptuelles que papier-crayon. Et donc ça a été un très gros résultat qui a un petit peu bouleversé la communauté. Alors on savait, on l'attendait, mais c'était une très belle étude. On a souvent de très belles études. On s'est dit, ça y est, on a la preuve. Effectivement, prendre des notes sur ordinateur, on se souvient bien de ce qui est dit, mais c'est moins bon pour l'intégration et la mémorisation et la compréhension. Si ce n'est que depuis, il y a eu tout un tas d'études qui ont été faites. Vous les avez à peu près là, les études. Et il y a eu ce qu'on appelle une méta-analyse, une mini-méta-analyse qui a été faite à partir des 9 ou 8 études qui ont été publiées, papiers qui ont été publiés en prenant toutes les expériences. Et cette méta-analyse, ça permet de regarder comment la direction que peuvent prendre les résultats d'une étude ou d'une question dans les différentes études. Et vous avez ici la barre en pointillé qui indiquerait qu'il n'y a pas d'effet. Vous regardez le point carré. Lorsqu'il va de ce côté, ça indique qu'il y a une supériorité ici du manuel sur l'ordinateur, sur le rappel. Et ici, une supériorité du manuel, oui, sur l'ordinateur. Et ici, une supériorité de l'ordinateur sur le manuel. Et vous voyez que certaines études sont de ce côté, d'autres sont de ce côté. Et ce point ici, le losange, on va dire, c'est ce qui résume la performance totale, le rappel d'informations factuelles et le rappel d'informations conceptuelles. Et en fait, plus ces triangles sont décalés, plus le résultat est fort. Et vous observez qu'en fait, le triangle est quasiment sur la ligne 0. Donc actuellement, on ne peut rien dire, d'un point de vue scientifique, sur l'effet de l'ordinateur sur la prise de notes. Pour ça, je vous disais, attention de ne pas trop noter trop vite. Bien que théoriquement, on attendait le résultat de Müller-Oppenheimer et qui commence à revenir petit à petit. J'ai eu une thèse qui a été soutenue il y a 1 an sur la prise de notes. On a répliqué le résultat de Müller-Oppenheimer. Donc on est en train d'essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Pour finir, vous avez vu donc que la prise de notes, elle dépend souvent du point de vue des étudiants, voire même des enseignants, de représentation ambivalente. Est-ce que je dois sauvegarder, stocker tout ce que j'entends, ou est-ce que je dois essayer de comprendre ? Et selon, effectivement, les représentations, on va avoir des stratégies différentes. Les méthodes, malheureusement, sont peu connues, ne sont pas enseignées, ou quasiment jamais enseignées à l'école ou à l'université. On sait que la prise de notes sur ordinateur, ça facilite la transcription. Ça, c'est clair et net.
il y a une vitesse de frappe qui est bien plus importante que la vitesse d'écriture manuscrite. Donc souvent, les étudiants préfèrent la frappe au clavier, même s'ils ne sont pas aussi habiles que manuellement, mais ils préfèrent la frappe au clavier. Mais, comme je le dis, la prise de notes sur ordinateur, ça on le voit très très bien, ça induit des stratégies qui sont plutôt linéaires. Et on sait que globalement, les stratégies linéaires sont moins bénéfiques. C'est pour ça que le résultat de Müller-Oppenheimer, au début, on le trouvait très intéressant parce qu'il validait tout ce qu'on savait. Malheureusement, ce n'est pas si simple que ça la science. Et bien sûr, l'ordinateur n'est pas du tout adapté pour des notes qui sont spatialisées, organisées. Imaginez si vous deviez faire des notes comme on a vu tout à l'heure, avec de la couleur, avec des formes, avec des flèches. Il faudrait vous arrêter de taper, prendre la souris, prendre des options, tracer des traits avec une souris. Ça, on le sait, l'ordinateur, c'est l'outil le pire pour prendre la prise de notes organisée. Et bien sûr, il y a d'autres outils qui existent. Je voulais finir par ça pour faire le lien avec la suite. Des outils auxquels il faudrait peut-être penser qu'ils sont peut-être un petit peu encore chers, mais ce sont les tablettes avec stylet, qui ont l'avantage de recouvrir toutes les qualités de l'écriture manuelle. Donc vous pouvez faire des prises de notes spatialisées, organisées avec tout un tas de traits, mais qui permettent aussi de stocker, de numériser, de reconnaître. Il y a même des logiciels qui reconnaissent les notes, qui reconnaissent les diagrammes, etc., automatiquement, qui peuvent être envoyés à Word, qui peuvent être envoyés en PDF, que vous pouvez diffuser aux collègues. Donc ces outils-là de prise de notes sont des outils qui deviennent vraiment très intéressants. Et puis un autre outil très intéressant, ce sont les smart pens, ce qu'on appelle les stylos intelligents. Et Joe va vous présenter une utilisation des stylos intelligents. Merci pour votre attention. Et pour finir, vous voyez cette photo. Je la montre toujours sur mes interventions prise de notes. C'était dans une conférence où j'intervenais sur la prise de notes. Et au moment de passer dans le couloir pour venir parler, j'ai vu quelqu'un dans la salle qui était en train de prendre ces notes-là. Dès que la session s'est arrêtée, je suis allé la voir, j'ai dit j'ai besoin de photographier vos notes, parce que c'est très rare qu'on voit des notes comme ça. Donc ça a été pris en direct pendant une conférence. Et ce sont ces notes-là qui, normalement, amènent la meilleure compréhension, la meilleure mémorisation et les meilleurs résultats scolaires. Je ne l'ai pas dit, mais souvent, les techniques de prise de notes sont très fortement corrélées avec les résultats scolaires. Voilà. Merci pour vous. Et puis, s'il y a quelques questions, je peux y répondre. Merci beaucoup d'être là malgré la pluie. Je voudrais parler de prise de notes. Et bien sûr, ce sont des difficultés que les étudiants rencontrent. Et nous allons parler surtout des étudiants atteints de TDAH, des gens qui ont des difficultés d'apprentissage. Et je vais faire référence à certaines études et textes académiques. On va parler également des difficultés et des différentes stratégies qui sont utilisées, notamment en recherche pour ces étudiants qui ont des difficultés d'apprentissage. Donc, nous allons commencer par les fondamentaux. Pourquoi prenons-nous des notes? Bien sûr, le but, l'objectif est bien sûr de nous aider à comprendre les informations dispensées pendant un cours. Lorsqu'un professeur ou un enseignant parle, il s'agit de traduire ces informations. Et bien sûr, il faut d'abord comprendre ces informations avant de pouvoir prendre des notes. Ensuite, le deuxième intérêt, c'est que cela sert à garder une trace. C'est donc une extension de la mémoire à long terme. C'est un archivage. Pour un emploi ultérieur, cela améliore également, bien sûr, l'attention des étudiants au cours. Et bien sûr, ils sont plus impliqués dans le cours. Et enfin, bien sûr qu'il y a une relation avec la moyenne des étudiants. Et donc, ceux qui prennent de bonnes notes ont souvent de meilleurs résultats universitaires ou scolaires. Lorsque l'on voit donc toutes les informations qui apparaissent dans les notes, on voit que cela apparaît également lors des examens. Les professeurs font état des cours comme la source principale des questions qui seront posées lors des examens. Et on sait que la moitié des notes des étudiants dérivent également des performances des étudiants lors de ces examens. Donc, on voit à quel point, 43-49%, à quel point la prise de notes peut influer sur les résultats universitaires. Lorsque l'on examine d'autres difficultés rencontrées par les étudiants, on peut comparer notamment les étudiants qui ont des difficultés d'apprentissage à ceux qui n'en ont pas. On voit donc que certains ne
prennent pas des notes qui sont complètes, notamment ceux qui ont des difficultés d'apprentissage, par rapport à ceux qui n'ont aucune difficulté. Et eux arrivent à apprendre jusqu'à 56% des informations grâce à leurs notes. Et il y a également une difficulté sur la hiérarchisation des informations. Ceux qui ont des difficultés ont du mal à 46% par rapport à 77% des autres étudiants qui arrivent très bien à hiérarchiser les informations. Lorsqu'un enseignant donne un repère, cela facilite les choses. On sait que les étudiants avec des difficultés d'apprentissage ont, ont beaucoup plus de difficultés à retenir la terminologie nécessaire pour bien comprendre les informations. Je vais passer à la slide suivante à présent. Des points importants des conférences et des cours. Voilà les repères donnés par les professeurs, notamment pour que les informations soient mieux comprises. Il y a l'insistance. Par exemple, le professeur va dire attention, ça c'est très important, il faut le retenir. Et donc, ce sont des repères. Cela va être aussi une question d'apparaître dans les examens, lors des questions. Bien sûr, il faut que les étudiants soient préparés à l'avance. On a également des repères de type organisationnel, c'est-à-dire que les étudiants doivent organiser des sections dans leur prise de notes. Comme on le voit également sur la slide, on a deux types de notes, donc aérobique et anaérobique. Donc, c'est un type d'organisation lorsque l'étudiant entend qu'il y a deux types de respiration et il peut faire ce tableau avec deux colonnes. Donc, là, c'est l'organisation. On a également les différentes étapes de la respiration qui permettent également d'organiser les informations. On a également des notes sur le tableau dynamique ou le tableau classique ou sur des slides de PowerPoint. Et on peut avoir d'autres repères donnés par les enseignants. Et parfois, les étudiants n'y sont pas attentifs. Parfois, le professeur va dire quelque chose et ensuite, il va y avoir une longue pause. Et donc, ils vont attendre que les informations soient absorbées par les étudiants. Ou alors, ils vont au contraire répéter un point important du cours. Lorsque l'on parle des informations importantes, on parle également de repères. Ce sont des choses que l'on peut mesurer dans la qualité de la prise de notes. Pour les étudiants avec des difficultés d'apprentissage, on voit qu'ils n'enregistrent pas des notes complètes et qu'ils ont également du mal à hiérarchiser les informations importantes. Et souvent, ceux qui ont des difficultés n'enregistrent que des mots et pas la définition correspondante. Et donc, ou alors une définition partielle, alors que ceux qui réussissent très bien vont noter la terminologie et la définition. À nouveau, tout cela nous amène à dire que ceux qui ont des prises de notes incomplètes vont avoir des performances moins bonnes lors des examens, car bien sûr, ils auront beaucoup de mal à revenir et à apprendre à partir de leurs notes incomplètes, car des informations sont incomplètes et elles vont apparaître lors des questions pour les examens. Le processus cognitif. On sait que la prise de notes est extrêmement complexe, c'est très difficile, c'est particulièrement difficile pour les étudiants qui ont des difficultés d'apprentissage. La prise de notes implique des capacités d'écoute, le traitement de l'information dans la mémoire de travail, la paraphrase et enfin la rédaction de ces notes-là. Et il faut faire cela, bien sûr, en simultané alors que le professeur dispense son cours. C'est très difficile pour les étudiants et bien sûr, c'est un exercice de nature temporelle. Parfois, ils n'écoutent pas, ils n'arrivent pas à entendre et ils n'arrivent pas à prendre des notes. Et on sait que c'est difficile et cela peut également amener à une surcharge cognitive. Ça peut être extrêmement frustrant. Donc là, on va parler de surcharge cognitive. Parfois, c'est trop ardu pour les étudiants et j'en ai vu certains qui ont des difficultés pour prendre des notes, qui abandonnent tout simplement.
And then when I've asked students, what are some of the most difficult areas? Lorsque j'ai demandé aux étudiants qui ont des difficultés d'apprentissage quels étaient les principaux obstacles, voilà le top 5 qui est apparu. Premièrement, il faut écrire très vite, prendre des notes rapidement. Il faut tenir le rythme. Ensuite, il faut être très concentré. On parle des étudiants avec TDAH, des dyspraxies, dysorthographie, etc. Et il y a également le fait de reprendre ses notes et d'en tirer un sens après la classe. Parfois, on écrit tellement vite qu'on n'arrive même pas à se relire, ou alors les informations sont sous forme de notes et parfois on n'arrive pas à les avoir in extenso. Il faut également hiérarchiser les informations, quelles sont celles qui sont importantes et d'autres qui sont peu importantes. Et enfin, il faut comprendre le professeur lors de la prise de notes. Voilà donc le top 5 des principaux défis à relever pour les étudiants avec des difficultés d'apprentissage. Maintenant, je vais passer en revue 3 études. La première se concentre sur la stratégie des repères et les autres sur les stratégies d'utilisation des smart pens ou stylos intelligents. La première étude portait sur 104 étudiants participants entre 14 et 15 ans. Il y avait 28 étudiants qui avaient de sévères handicaps, notamment des TDAH, des difficultés d'apprentissage. Ça, c'est le nom générique. Ça peut être la dyslexie, ça peut être un trouble de l'attention. Et les notes enregistrées étaient prises à partir de cours vidéo de 12 à 13 minutes. Donc, cela permettait de contrôler la présentation. Si, lorsqu'on s'est rendu dans les cours pour réaliser cette expérience, on avait toujours les mêmes vidéos qui étaient utilisées. Les étudiants dans le groupe expérimental ont utilisé la stratégie qui s'appelle Cues, donc les repères, avec une prise de notes papier. Voici un exemple abrégé. Donc, ça fait une page de long normalement, hein. Donc, c'est un formulaire de prise de notes avec la stratégie. Donc, quel est le sujet du jour? Décrivez ce que vous savez sur le sujet. Ensuite, le cours commence et on utilise les différentes étapes des repères. Donc, nommer 3 à 6 points principaux en détail qui reprennent le sujet. Après, il faut résumer et enfin ajouter le vocabulaire ou la nouvelle terminologie. Donc, ça prend une certaine place sur la page 2. On répète ce processus avec les différentes étapes et à la fin, on demande de recenser 5 points importants du cours et de décrire les détails pour chacun de ces 5 points. Donc, la stratégie qui a été utilisée s'appelle la stratégie repère. Un cue, c'est une instruction, c'est un repère, ça vous incite à faire quelque chose. Par exemple, si vous jouez d'un instrument de musique, on vous donne un top départ, par exemple. Allez, c'est à vous d'y aller, de jouer. Donc, c'est ça, en fait, hein, cette stratégie. Donc, ça va les aider à prendre des notes. Donc, le C, en anglais, bien sûr, ça veut dire cluster. Ça veut s'agir de regrouper 3 à 6 points importants du cours. Le U, c'est utilisation. Utilisation par le professeur de ces repères pour enregistrer certaines idées. Par exemple, il peut y avoir des repères numériques. Il y a 6 parties différentes dans cette section. Il y a des repères d'importance. Attention, retenez bien ceci du cours, c'est très important. On a le E qui est entrée, le vocabulaire important, et enfin le S qui est résumé rapidement et dès que c'est possible. Prise de notes stratégique. Les étudiants ont été formés pour utiliser ce format de prise de notes stratégique lors de sessions d'entraînement de 50 minutes. Donc, ils avaient un modèle, une pratique guidée et après du feedback. Et ensuite, il y avait une deuxième session qui consistait à écouter le même cours, mais sans s'interrompre cette fois-ci. On continue. Au début, ils s'arrêtent, on leur fournit un feedback sur leur prise de notes, juste pour les entraîner à utiliser cette stratégie. Et après la deuxième session, du début à la fin, mais cette fois-ci sans s'arrêter en utilisant la stratégie Cues. Et enfin, les étudiants
ont utilisé cette technique de manière totalement indépendante. Et voilà donc les résultats recueillis. Donc, les étudiants qui n'ont pas de difficultés, LD, c'est ceux qui ont des difficultés. Donc, ceux qui étaient dans le groupe expérimental, qui ont utilisé cette stratégie CUES, ont ce résultat. Donc, vous voyez bien sûr qu'ils ont de bien meilleures performances que les étudiants du groupe de contrôle qui utilisent une stratégie classique crayon, papier. Et là, vous voyez que ceux qui ont des difficultés d'apprentissage ont de meilleurs résultats que ceux du groupe de contrôle. Et on peut relever également qu'en termes de points de cours avec des repères, donc là, ils ont retenu les points importants du cours. Ceux qui ont des difficultés d'apprentissage en ont retenu beaucoup moins. Et vous voyez qu'ils ont fait aussi bien cette fois-ci que les meilleurs étudiants qui n'ont pas de difficultés dans le groupe de contrôle. Donc vous voyez que aux États-Unis, lorsque l'on parle de recherche éducative et d'aider les étudiants qui sont en difficulté, on sait qu'il y a un écart entre ceux qui ont des difficultés et ceux qui n'en ont pas. Et donc, en général, ils ont de bien moins bonnes performances que ceux qui n'ont pas de difficultés. Mais en fait, on voit que l'écart peut se réduire et qu'ils peuvent jouer au même niveau, si je puis dire. Les points du cours totaux repris, donc on a 29 pour ceux qui n'ont pas de problème, 19 dans le groupe de contrôle, 22 pour ceux avec difficulté, 9,86 pour ceux du groupe de contrôle qui ont des difficultés, environ 10, pardon. Le vocabulaire, cette fois-ci, c'est à peu près la même chose, on voit le même genre d'écart, et enfin, le nombre de mots totaux qui ont été notés. Ceux qui n'ont pas utilisé cette stratégie ont enregistré 105 mots dans leur prise de notes, contre 52 dans le groupe de contrôle pour ceux qui sont en difficulté. Une fois que les étudiants se sont emparés de la stratégie CUES, ils ont réussi à noter 160 mots, ceux qui ont des difficultés jusqu'à 128 mots. Voilà. Vous voyez donc la différence entre 128 d'une part et 105 d'autre part. On voit que ceux qui avaient des difficultés d'apprentissage ont été meilleurs que ceux qui n'ont pas de difficultés d'apprentissage dans le groupe de contrôle. En conclusion de cette première étude, les étudiants avec des difficultés d'apprentissage qui ont utilisé la stratégie CUES ont eu en moyenne 36% de points de repère du cours qui ont été acquis par rapport au groupe de contrôle qui, lui, a eu en moyenne seulement 20% de ces points importants du cours. Et on a également le groupe de prise de notes stratégique en moyenne qui a enregistré 7 des 10 mots importants qu'il fallait retenir. Donc, c'est un niveau qui est remarquable. Bien, la deuxième étude se penche sur la technologie SmartPen. Cela utilise donc le modèle LiveScribe 2.0. Je peux vous le faire passer, comme ça vous pourrez le manipuler et regarder également le type de papier qui est utilisé pour s'en servir. Okay, so Bien. LiveScribe Smart Pen looks like this. It's a little bigger Le than stylo LiveScribe 2.0 est un peu plus large, un peu plus épais qu'un stylo classique. Il est équipé d'une caméra et également d'un microphone. Donc, il écrit comme n'importe quel autre stylo. Vous voyez, là, j'écris sur le papier, donc c'est tout à fait standard. Mais donc, il y a également la possibilité d'enregistrer. C'est un micro. Lorsque les étudiants prennent des notes, cela enregistre également la voix du professeur. Et ils peuvent enregistrer environ jusqu'à une bonne dizaine de mètres. Alors que l'étudiant prend des notes, il enregistre également. La caméra, elle,
lit ces points microscopiques qui sont sur ce papier spécial. J'espère que tout le monde peut le voir. On a des micro-points sur ce papier. Et ce que fait la caméra, c'est l'enregistrement des signes qui apparaissent sur le papier pour les transformer en signes numériques. Vous voyez là, il faut y penser comme à des coordonnées XY, si vous voulez, par exemple de X1, Y1, etc., jusqu'à 30. Par conséquent, le stylo prend des images, 2 images par minute, et envoie ces images sur un ordinateur. Et cela enregistre, comme je l'ai dit, la voix du professeur. Et si vous regardez au bas de la page, on a également la présence d'icônes. Vous voyez? D'accord? Donc, il y a un micro intégré qui enregistre la voix du professeur pendant les cours et on peut également télécharger les notes sur un ordinateur grâce à un câble USB. Voilà ce qui se passe. Donc là, je l'ai préenregistré pour les besoins de la démonstration et on voit que l'étudiant prend des notes, il enregistre également et il arrive sur un mot, mais il a manqué la définition. Par exemple, le mot plastique. Et à la fin, il clique sur Stop. Hop. Okay, D'accord? so what it does is it syncs Et up. donc, ce qu'il fait, c'est qu'il synchronise tous les mots qui sont sur la page. Donc, il n'y a pas besoin de réécouter tout le cours en entier, mais on peut en fait synchroniser. Okay, so anywhere on the On page. peut synchroniser chaque mot qui se trouve sur cette page avec l'enregistrement. Donc, vous voyez bien sûr les bénéfices de cette technique. Donc, ceux qui ont des difficultés d'apprentissage, s'il leur manque par exemple un mot, une définition, ils peuvent revenir à ce mot problématique et noter le vocabulaire et grâce au stylo, ils vont avoir accès à la définition. Donc à présent, les étudiants peuvent revenir sur les notes de manière plus efficace et avoir une prise de notes beaucoup plus exhaustive. D'ailleurs, ce n'est pas juste destiné aux étudiants avec des difficultés d'apprentissage. Ma fille qui étudie la biologie s'en sert notamment en cours de chimie car ce sont des contenus extrêmement difficiles et denses. Et donc pour elle, c'est une manière plus efficace de prendre des notes. Donc si elle manque quelque chose, elle peut y revenir à la fin et elle peut modifier ou vraiment graver, je dirais, dans le marbre ces notes-là. Donc la deuxième étude, toujours avec les Smart Pens, 54 étudiants participants de 14 à 15 ans. 17 d'entre eux avaient des difficultés d'apprentissage sévères ou TDAH. On leur a fourni un pré-test, un post-test pour évaluer les résultats et les notes enregistrées étaient sur des vidéos qui duraient de 12 à 13 minutes. Donc c'était exactement comme un cours. Donc c'est un cours vidéo sur la vie de Edgar Allan Poe. And the strategy. Okay. Là, on parle de la stratégie de prise de notes target. Target qui veut dire cible, bien sûr, comme vous voyez sur le visuel. Donc, chaque mot est une étape bien définie. Donc, le mot, l'acronyme, c'est target, d'accord, comme la cible qui apparaît sur l'écran. Donc, le T, donc on tape sur le bouton enregistrer. Donc, on va appuyer, ça va commencer à enregistrer. Ensuite, on a le A, activation des notes. On va mettre le sujet, ça va activer les notes. On va dire quel est le jour, la date et toute information pertinente au sujet du jour. Ensuite, on aura le R pour l'enregistrement des points du cours. Donc, on leur a montré comment enregistrer les différents repères du cours. Par exemple, voilà, ça va servir lors de l'examen, ça fera l'objet d'une question. Ensuite, on a
les points de vocabulaire, les points d'organisation. Donc, ils enregistrent cela. Ensuite, on a le G qui sert à dire, on va dire, grappiller le vocabulaire, le noter. On va avoir le E qui va être un exit, ce sera la fin des notes. Et enfin, tip on va utiliser notamment, vous savez, and a red pen tip. la pointe du stylo qui est interchangeable. On peut passer de l'encre noire à l'encre rouge, je vous en reparlerai un peu plus tard. Et le T, qui est le deuxième T de cet acronyme, va servir à retoucher les notes qui ont été prises. Donc, de revenir sur les informations manquantes et les compléter. On va appuyer encore une fois avec le bout du stylo. On va utiliser l'encre rouge et on va pouvoir compléter les notes. Et en 3-4 minutes, on leur donne 3-4 minutes pour modifier, pour arranger, retoucher leurs notes. À nouveau, le groupe expérimental qui a utilisé ce Smart Pen avec la stratégie Target ont pris des notes en noir. Ils ont écouté les parties du cours qui manquaient grâce à des écouteurs et ils ont pu reprendre leurs notes avec de l'encre rouge. Le groupe de contrôle, lui, ont fait ce qu'ils ont l'habitude de faire, de la manière qu'ils jugent appropriée. On a utilisé des procédures randomisées pour les étudiants qui n'ont pas de difficultés d'apprentissage et ceux qui en ont. Et donc, on a randomisé des étudiants de chaque groupe pour avoir des groupes de même nombre. On a également les procédures de formation. Donc, les formations se sont déroulées sur 4 phases, le pré-traitement, la phase d'entraînement, l'acclimatation et enfin la phase de post-traitement. The acclimation phase. Donc, dans la phase d'entraînement, on peut avoir l'utilisation de targets ou de cues. L'acclimatation, c'est l'utilisation des notes, par exemple, et de l'utilisation donc du Smart Pen. Donc, il faut suivre la même procédure. Et enfin, on a le post-test. On leur a donné un autre cours de 12 minutes sur Mark Twain. Et on l'a fait exactement comme pour le premier cours. Et on a fait une comparaison. Et ensuite, on a vu que tout le monde a pris des cours, les deux groupes, le groupe de contrôle et le groupe expérimental. Et voilà donc les résultats. Voilà ce que nous avons découvert. Lorsque tous les étudiants du groupe, les étudiants du groupe expérimental ont eu de meilleurs résultats que le groupe de contrôle. Donc, les notes en presque 22 contre 16 pour le groupe de contrôle. Le décompte de mots total, 188 contre 140. Multiple choice quiz. On leur a également fait passer un petit test après le cours et ils ont eu de meilleurs résultats que le groupe de contrôle sans avoir vraiment étudié. C'était immédiatement après la prise de notes. Et après, on a enlevé les étudiants qui avaient des difficultés d'apprentissage et on a utilisé un test non paramétré pour voir l'importance de leur performance. Et lorsqu'on en fait ce test, on n'utilise pas des moyennes, on utilise, pardon, des moyennes. Donc, là où c'était très important, c'était le nombre de points de cours totaux qui étaient assez différents, qui étaient écrasants même, je dirais, par rapport au groupe de contrôle. La conclusion de cette deuxième étude, attention, comme je vous le disais, on peut changer la pointe du stylo, on peut passer du noir au rouge, et là on voit à quel point les notes ont été retouchées ensuite. Donc en moyenne, les notes retouchées concernent 27 nouveaux mots dans les 3-4 minutes qu'on leur a donné pour modifier leurs notes. Donc on a trouvé des effets modérés à importants
sur les évaluations des étudiants qui ont utilisé cette technique de SmartPen. On a également donc des meilleures performances du groupe expérimental par rapport au groupe de contrôle. Et ensuite, on a la troisième étude qui était assez similaire à la deuxième car cela portait sur l'utilisation de SmartPen. On avait 97 étudiants participants, dont 40 qui avaient des difficultés importantes, TDAH, encore une fois, dyslexie. Ils ont été attribués de manière randomisée dans le groupe expérimental, le groupe de contrôle. On a utilisé le même cours pour ces deux groupes. Et voilà les résultats pré-test. Le nombre de mots total dans les notes, donc en utilisant leur prise de notes classique. Ceux qui n'avaient pas de difficulté, bien sûr, ont eu de meilleurs résultats. Là, on parle également, bien sûr, il y a toujours une différence entre ceux qui n'ont pas de difficultés et ceux qui ont des difficultés. Toujours une grande différence dans la prise de notes, la qualité de la prise de notes, le nombre de mots total ou le nouveau vocabulaire noté. Bien, la dernière étape, c'est la stratégie Jigsaw. Jigsaw veut dire puzzle en anglais. C'est un peu un acronyme également, comme pour Target. On peut utiliser le SmartPen. Alors, la première, c'est jump. Donc, on appuie et on lance l'enregistrement. On tape le nom, le sujet, l'intitulé, tout en haut de la page. On leur dit de noter du vocabulaire. Donc ça, c'est le G. Donc, ils vont enregistrer ces notes-là. Et après, on a les trois autres lettres S. Donc, S, A, W, ça va servir pour modifier les notes et les retoucher. On leur a demandé de scanner les notes pour les informations manquantes, les identifier, ces lacunes, et de les noter avec une étoile. Donc, tout d'abord, ils devaient identifier ces lacunes pour pouvoir y revenir plus facilement. Ensuite, on leur demandait d'appuyer sur Start, de passer de l'encre noire à l'encre rouge et écouter le playback, ce qui a été enregistré, et enfin de rajouter les informations complémentaires. Enfin, W, donc il fallait rédiger un bref résumé qui comportait les informations les plus importantes tirées de la leçon. Donc, le groupe expérimental qui a utilisé cette stratégie, le groupe de contrôle a utilisé la prise de notes classique. Même phase d'entraînement que précédemment. Pendant la phase d'acclimatation, cependant, une différence. Ça a été utilisé pendant une dizaine de séances. Et enfin, les résultats de cette troisième étude, on voit bien les différences. Le décompte de mots total pour ceux qui ont des difficultés, 157 dans le groupe expérimental. Par rapport au groupe de contrôle qui était à 85 seulement. Ceux qui n'avaient pas de difficultés ou pas de handicap ont eu un score de 167 contre 134 pour le groupe de contrôle avec la technique classique. Et on voit la même chose, le même type d'écart. On a toujours de meilleurs résultats, de meilleures performances pour le groupe expérimental sur tous les aspects, le nombre de mots, le vocabulaire. On a IFR qui veut dire le rappel spontané immédiat. On leur demande de regarder quelque chose, de
mettre le livre de côté et ensuite on leur demande de restituer tout ce qu'ils ont pu retenir de la leçon sur laquelle ils viennent de prendre des notes. Donc on voulait voir donc, quel était ce score-là. Ensuite, on leur demandait de se rappeler et on avait un petit test avec une vingtaine de QCM. Après, on a bien sûr donc le nombre de mots, le vocabulaire qui a été retenu dans le groupe expérimental. Ceux qui avaient des difficultés étaient à environ à 59 mots contre l'autre qui était à 56. La même chose pour le vocabulaire noté, c'est à peu près pareil. Et enfin, sur les modifications à l'encre rouge, on voit donc pour le groupe expérimental pour les étudiants avec des difficultés d'apprentissage, ils ont eu 52 mots modifiés contre 42 pour ceux qui n'avaient pas de difficultés dans le groupe de contrôle. Bon. À la fin du cours, le professeur a dit, voilà, vous avez 3 minutes pour modifier les touches, les retoucher, peu importe la stratégie qui a été utilisée, prenez 3 minutes et retouchez vos notes. Donc, on leur a donné la même période de temps. En conclusion, donc, pour du pré au post-traitement, ceux qui avaient des difficultés ont utilisé le SmartPen ont amélioré leurs notes en moyenne de 53 mots, alors que ceux qui n'avaient pas de difficultés amélioraient simplement de 30 mots. Ceux avec des difficultés ont modifié 52 mots, contre ceux qui n'avaient pas de difficultés, seulement 42 mots qui ont été modifiés en rouge, comme on peut le voir. Et lorsqu'on a fait un petit sondage, on leur a demandé à quel point ils aimaient utiliser ce SmartPen ou pas. Et la plupart ont dit préférer utiliser le SmartPen par rapport à une technique de prise de notes classique. Pour eux, c'était plus facile d'utiliser le SmartPen. Donc, lorsque l'on parle de réduire l'écart de performance entre ceux qui ont des difficultés et ceux qui n'en ont pas, donc on essaye de faire progresser ceux qui ont des difficultés. Lorsque l'on compare le groupe de contrôle, ceux qui n'ont pas de difficultés dans le groupe de contrôle, et ceux qui ont appris à utiliser le SmartPen ont eu de très bonnes performances. Et donc aussi bien pour les mots et pour le vocabulaire, on a quasiment les étudiants qui sont à jeu égal. Il s'agit encore une fois de réduire l'écart pour les étudiants qui ont des difficultés d'apprentissage, pour qu'ils recollent au groupe. Et donc, ces smartphones coûtent environ 150 €. Et ils sont très chers. Par conséquent, si vous êtes un professeur, il faut que ce soit vous qui les achetiez pour toute la classe. Si vous êtes satisfait de la prise de notes, pour ceux qui n'ont pas de difficultés, si vous êtes satisfait de leur performance à ce moment-là, et vous allez vous préoccuper pour ceux qui sont moyens, je dirais, en prise de notes. Donc, on sait que ce sont ceux qui ont des difficultés d'apprentissage, qui ont du mal avec la prise de notes. Donc, pourquoi ne pas essayer de les faire monter au niveau? Et bien sûr, on n'avez pas besoin d'acheter 30 stylos intelligents pour toute la classe. Si vous êtes des professeurs d'éducation spécialisée, vous devez fournir ces SmartPen uniquement à ceux qui ont des difficultés d'apprentissage, et notamment ceux qui luttent avec la prise de notes, car c'est très cher s'il faut acquérir 30 de ces SmartPen. C'est vraiment un budget important pour les professeurs. Quelques conseils à présent pour les enseignants. Donc, utiliser
des repères, des instructions pendant les cours. Lorsque quelque chose est très important, vraiment, il faut attirer l'attention des étudiants. Il faut le leur dire. Rappelez-vous bien de ceci ou de cela. Il faut leur dire. Le professeur peut le faire. Voilà, ça va figurer dans les questions de l'examen. On peut utiliser des repères de type organisationnel. Et cela va aider à la structuration de la prise de notes pour les étudiants, par exemple, avec différents points, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut apprendre aux étudiants à retoucher leurs notes. Bien sûr, c'est plus facile de retoucher les notes avec le Smart Pen, mais ils peuvent le faire après le cours. On peut leur donner un peu de temps pour revenir sur les notes, le faire en binôme, comparer avec le binôme. On peut avoir 3-4 minutes pour le faire et notamment régler les lacunes. On peut pratiquer la prise de notes rapide, l'écriture rapide. En d'autres mots, lorsqu'ils apprennent une prise de notes nouvelle, une nouvelle stratégie, il faut l'utiliser à grande vitesse. Donc, il ne faut pas tout noter, pas chaque mot. Non, il faut prendre les informations importantes, celles sur lesquelles on insiste. Et si les étudiants font cela, lorsqu'ils enregistrent, de toute façon, ils peuvent revenir sur ce qu'ils ont noté. Donc, ceux qui ont des difficultés d'apprentissage ne vont enregistrer que les informations importantes. Donc, ils ne vont pas essayer de tout noter le plus vite possible. Non, ils vont plutôt revenir tranquillement, ils vont prendre quelques notes et de toute façon, ils savent qu'ils peuvent revenir et retoucher leur prise de notes à la fin du cours. Donc, ils ont juste besoin d'un canevas et ensuite, ils pourront réutiliser ce même canevas pour le compléter. À nouveau, les étudiants disent « je ne peux pas écrire assez vite ». Donc, on leur apprend à utiliser les abréviations. Et on leur apprend également à examiner leurs notes, à revoir ce qu'ils ont noté. Et ça leur permet également de mieux assimiler les informations. On peut les former pour la généralisation. Si ils apprennent une technique de prise de notes lors d'un cours, il faut qu'ils puissent l'utiliser dans tous les cours. Donc, il faut les former de manière à avoir une utilisation transversale. Par exemple, on prend des notes en sciences sociales, ce n'est pas la même prise de notes que lors d'un cours de mathématiques. Et enfin, il faut apprendre aux étudiants une stratégie de prise de notes, car nous voulons que les étudiants, surtout ceux avec des difficultés, nous ne voulons pas qu'ils aient besoin de compter sur les notes d'un camarade ou sur le cours écrit du professeur, parce que lorsqu'ils vont aller à l'université, ils n'auront peut-être pas de binôme, quelqu'un sur qui comptait, ou peut-être même pas de professeur ou accès aux notes du professeur. Donc, il faut qu'ils soient indépendants. Et c'est pourquoi il faut leur enseigner une stratégie de prise de notes efficace pour qu'ils soient totalement autonomes. You have any questions? Vous avez des questions, s'il vous plaît? Yes. Thanks.